Dr Ndiaye. Bonjour, mesdames et messieurs. Nous allons procéder à une analyse en détail de la situation épidémiologique, mais également une analyse des stratégies qui ont été menées depuis près d'1 an que l'épidémie Covid s'est déclarée au niveau du Sénégal. Nous le rappelons, cette épidémie, nous le savons tous, a commencé, nous avons eu notre premier cas importé le 2 mars 2020. Et à ce jour, nous avons, comme l'a dit le Dr Ndiaye, 34 832 cas confirmés dans le pays, 29 402 personnes guéries, qui correspond à un taux de guérison de 84%. Nous avons un nombre de décès à 888, c'est-à-dire une létalité de 2,5%. Nous avons eu à noter également 453 personnels de santé touchés par cette épidémie. Et parmi ces personnels de santé, nous avons eu à déplorer 2 décès, ces 2 personnels de santé qui étaient en service actif. La répartition, nous avons une majorité de patients qui est de sexe masculin, avec 54% d'hommes et 46% de femmes. Et nous avons eu à retrouver également 3 comorbidités principales, constituées par l'hypertension artérielle, le diabète et toutes les maladies cardiovasculaires. Toutes les régions du Sénégal sont touchées, nos 14 régions sont touchées. L'ensemble de nos districts sanitaires, les 79 districts sanitaires ont été également touchés. Au moins chaque district sanitaire a eu à notifier un cas. Le dernier district touché a été le district de Goudomp dans la région de Sédhiou. Et en termes de répartition des cas, nous avons 5 régions qui ont franchi la barre des 1000 cas. Il s'agit des régions de Dakar avec 21 824 cas, qui correspond à 62% de l'ensemble des cas que nous avons eu à noter, suivi de la région de Thiès avec 4 336 cas, 12% du nombre total de cas, la région de Diourbel avec 1 666 cas, 4,7% du nombre total de cas, la région de Kaolack avec 1 540 cas, 4,4% du nombre de cas total. Et enfin, la région de Saint-Louis, 1 250 cas, 3,5% du nombre de cas. Donc, ce sont ces 5 régions qui ont eu à franchir la barre des 1000 cas. Nous avons eu 2 régions qui ont eu le nombre de cas le plus inférieur, c'est-à-dire moins de 200 cas. Ce sont les régions de Kaffrine et de Sédhiou. Kaffrine a eu 150 cas, soit 0,4% des cas. Sédhiou, 175 cas, soit 0,5% du nombre de cas total. Notre épidémie a eu à passer à tous les stades. Je pense, comme nous l'avons tous suivi, d'abord des cas importés, puis des cas contacts. Ensuite, nous avons eu des cas localisés en fonction des régions et des zones, et nous avons terminé par une transmission communautaire. Aujourd'hui, nous sommes dans cette phase active de transmission communautaire, et c'est pourquoi, comme on le note, nous avons beaucoup de cas communautaires. Et d'ailleurs, ces cas communautaires, aujourd'hui, ont une proportion de 47%, c'est-à-dire c'est des personnes qui ont été diagnostiquées positives et pour lesquelles nous n'avons pas pu définir le lien de transmission. Les cas contacts, c'est-à-dire les personnes qui ont été en contact avec des personnes diagnostiquées positives et suivies, sont à une proportion de 51%. Et les cas importés, les cas venant de l'étranger, sont à une proportion actuellement de 2%. Et cette épidémie a évolué depuis 1 an et nous en avons parlé. Nous avons eu 2 phases, comme nous disons maintenant 2 vagues. Une première vague qui a commencé au début, donc au 2 mars, et qui est allée jusqu'à la semaine du 16 novembre 2020. Et dans cette partie, nous avons pu avoir le pic dans la première quinzaine du mois d'août 2020, où nous avions eu un maximum de cas hebdomadaires à 926 cas par semaine. Cette deuxième vague a démarré autour de la semaine 48, c'est-à-dire vers le 23 novembre jusqu'à nos jours. Nous avons parlé de vagues, nous parlons de vagues, c'est juste parce que l'aspect de la courbe part d'une augmentation progressive à un sommet et après une chute. Donc nous avons eu ces 2 schémas qui se sont affichés dans le cadre de l'évaluation des données que nous avons. Maintenant, ce qui est notable, c'est que la deuxième vague est beaucoup plus intense que la première vague. Ça, c'est quelque chose de très notable. En termes d'amplitude, en termes d'intensité, mais en termes de nombre de cas sévères et de nombre de cas graves. Le taux d'attaque, par exemple, hebdomadaire que nous avons eu, c'est-à-dire le nombre de personnes contaminées
par 100 000 habitants. Dans la première vague, nous étions à 5,5, une moyenne hebdomadaire. Et sur la moyenne hebdomadaire dans cette deuxième vague, nous sommes aujourd'hui à 12,7. Et en termes de nombre de cas, si on voit également le nombre de cas par jour, la première vague, le maximum de cas que nous avions en une journée était de 207. Et dans la deuxième vague, nous avons eu à compter 462 cas en une journée. Le nombre de cas mensuels également a complètement doublé. Dans la première phase, nous avions au mois d'août 3371 cas en un mois. Et ce mois de février, nous avons eu à avoir 7805 cas. Donc on voit que presque tout a doublé. Idem pour le nombre de décès par semaine. Dans la première vague, nous avons eu le nombre de décès hebdomadaires, le maximum qu'on a eu, c'était 28. Dans la semaine 27, la semaine du 29 juin 2020. Et dans cette deuxième phase, dans la semaine 8, c'est-à-dire la semaine du 22 février 2021, nous avons eu à noter 66 décès en une journée. Également, le nombre de décès mensuels a pratiquement doublé. Le mois de juillet 2020, nous avions eu 95 décès. Et ce mois de février 2021, nous avons eu à noter 242 décès. Aussi, ce qui est notable, c'est que dans la première vague, c'était les personnes de la tranche d'âge de 25 et 34 ans qui étaient plus touchées. Donc, il y avait une plus grande partie de la population jeune qui était touchée. Et dans cette deuxième vague, nous avons eu plus de sujets âgés. Donc, c'est la tranche d'âge des plus de 60 ans qui ont été les plus touchés. Donc, ce qui peut faire comprendre le nombre important de cas sévères que nous avons, mais également le nombre important de décès. Maintenant, il est aussi notable. Depuis 3 semaines maintenant, nous commençons à avoir une amorce de descente de notre courbe épidémiologique. Ça, c'est très notable et qu'il faut mettre sous le compte de l'ensemble des mesures qui ont été prises et aussi tout l'engagement que les populations ont eu dans le cadre du respect des mesures barrières. Le taux d'attaque également a baissé, donc passant aujourd'hui, dans la semaine précédente, à 9,7 pour 100 000 habitants. En termes de stratégie, nous avons eu une stratégie dynamique, comme on l'a vu. Cette stratégie a été dynamique, qui a été un peu basée sur les réalités locales, notre contexte, mais également les avancées de la science. Cette stratégie également a reposé sur 2 piliers, la transparence dans la communication. Monsieur le ministre de la Santé ne cesse de nous le répéter. Le Sénégal a pris l'option d'être transparent dans sa communication et tous les jours de faire le point sur la situation épidémiologique, quel que soit le nombre de cas ou le nombre de décès que nous notons. Mais également, l'autre pilier, c'est dans la résilience de notre système de santé, qui est quand même notable. Aujourd'hui, à plus de 34 000 cas par jour, ça n'a pas empêché notre système de santé de continuer à fonctionner, à l'ensemble des autres structures, des autres services également de fonctionner. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très remarquable pour lequel je pense que des efforts extrêmement importants ont été mis par l'État, le président de la République en premier, dans le cadre du renforcement des capacités en moyens humains, matériels et financiers pour les services de santé. Dans la stratégie également, le Sénégal a pris l'option d'avoir une organisation avec des niveaux de coordination, un niveau de coordination qui est d'abord stratégique, déjà avec le président de la République à la tête, qui coordonne un peu, qui a eu à présider certaines réunions du Comité national de gestion des épidémies, mais également le ministre de la Santé au niveau du ministère de la Santé. Au niveau du ministère de la Santé, il y a le Comité national de gestion des épidémies qui a été mis en place, qui est une structure stratégique dirigée par Madame la directrice générale de la Santé, le docteur Marie-Khémesse Ngom Ndiaye. Et après, nous avons un deuxième niveau de coordination, qui est un niveau opérationnel, qui est basé au niveau du Centre des opérations d'urgence sanitaire, que j'ai l'honneur de diriger, et dans lequel nous avons ce qu'on appelle le système de gestion des incidents, où les groupes opérationnels travaillent tous les jours dans le cadre de cette épidémie Covid. Et le dernier niveau, c'est le niveau tactique, au niveau régional, avec les comités régionaux de gestion des épidémies, mais également les régions médicales. Donc, c'est une stratégie de décentralisation de la prise en charge où vraiment les districts sanitaires ont un rôle extrêmement important dans le diagnostic, dans l'isolement, voire même des fois dans le transfert des patients. Et cette stratégie a été vraiment relevée et notée par la communauté internationale, donc qui a eu à distinguer les résultats du Sénégal, en tout cas dans la première partie de la prise en charge de cette épidémie Covid. En termes de prise en charge, je parlais tout à l'heure de la résilience de notre système de santé.
Nous avons commencé par une prise en charge de tous les patients positifs au niveau des hôpitaux. C'était une stratégie d'attaque qui permet normalement de pouvoir très rapidement éteindre l'épidémie, ce qui n'a pas pu se faire vu le mode de transmission avec la Covid. Nous avons isolé tous les contacts dans un premier temps, également soit dans des hôtels ou dans les domiciles. Et par la suite, nous avons évolué en mettant aussi en place des structures extra-hospitalières de prise en charge qui nous permettaient aussi de pouvoir prendre en charge les patients positifs. Mais il est vrai que devant l'augmentation des cas, il était difficile de pouvoir garder l'ensemble de ces patients dans ces structures. Et après, la structure s'est adaptée, donc une structure dynamique, vers une prise en charge à domicile qui a quand même donné d'excellents résultats parce qu'aujourd'hui, la majorité de nos patients ont été pris en charge ou continuent d'être pris en charge dans les domiciles. Et le système a pu évoluer jusqu'à plus de 52 sites de prise en charge ou d'isolement au niveau du pays. Actuellement, c'est deux stratégies qui sont utilisées, la prise en charge à domicile et la prise en charge hospitalière pour les patients positifs. Des mesures fortes ont été prises depuis le début de l'épidémie avec la fermeture des écoles, des universités, l'interdiction des transferts entre les régions, le port de masque, l'état d'urgence, le couvre-feu, toutes ces mesures que nous avons beaucoup soutenues qui nous permettaient un peu de limiter la transmission. Et je pense que dans la première phase, nous avons vu les résultats avec la chute des cas après le mois d'août. Et aujourd'hui, nous espérons, en tout cas avec cette amorce de chute, que ça puisse continuer et qu'on puisse arriver à avoir une baisse de nos cas. Et nous espérons également, avec cette vaccination qui a commencé, et je pense qu'aujourd'hui, il est remarquable de voir que le nombre de personnes vaccinées est supérieur au nombre de cas positifs. C'est quelque chose de symbolique, mais je pense extrêmement important. En une semaine, le système de santé a pu quand même vacciner plus de 35 000 personnes. C'est quelque chose de très remarquable. Et pour nous, cette stratégie, elle est extrêmement importante. Elle vient en appui de l'ensemble des outils que nous avons. Mais il est important aussi pour les populations de savoir que vacciner ne veut pas dire ne pas respecter les mesures barrières. Donc il est extrêmement important, même si on est vacciné, de pouvoir continuer à respecter les mesures barrières. Et nous appelons également à toutes les personnes qui ont été ciblées dans le cadre de cette première phase de vaccination d'aller au niveau des structures de santé pour se faire vacciner. Les défis que nous avons actuellement, c'est, je pense que nous le notons tous, c'est essentiellement la prise en charge des cas graves et des cas sévères dans cette deuxième vague, où nous avons beaucoup plus de cas graves, beaucoup plus de décès. Et vraiment, notre stratégie, c'est d'aller à limiter ces cas et à pouvoir mieux les gérer. Et d'ailleurs, nous voulons vraiment présenter nos excuses aux populations. Je pense qu'il y a des difficultés vont continuer à exister, mais n'empêche, l'ensemble du secteur est en train de faire un travail énorme pour pouvoir vraiment limiter ces désagréments. Et nous sommes sûrs que nous pourrons arriver aujourd'hui avec tous les outils que nous avons, la vaccination, et recommandons vraiment à toutes ces personnes âgées, toutes ces personnes qui ont des comorbidités, d'aller se faire vacciner. Et juste terminer en disant que cette épidémie nous amène à une responsabilité collective. Cette épidémie Covid, ce n'est pas juste une personne, nous avons tous une responsabilité par le respect des mesures barrières, par le respect, en tout cas par la vaccination, si nous sommes dans les secteurs cibles, de pouvoir aller et le faire. Mais également terminer en remerciant l'ensemble des populations qui témoignent au nom du personnel de santé, mais également de tous les autres secteurs, parce que je pense qu'il faut noter que ce n'est pas que le secteur de la santé qui travaille. Nous travaillons dans un cadre multisectoriel, qui est une chose extrêmement importante, avec l'ensemble des services de l'État, des ministères, des organisations nationales et internationales, qui nous appuient tous les jours dans le cadre de la coordination. Donc remercier le président de la République, le ministre de la Santé et l'ensemble des populations qui nous témoignent tous les jours de leur soutien. C'est pas facile. Nous sommes à un mois, le personnel de santé est presque proche du burn-out, mais ça n'empêche que pour nous, c'est un sacerdoce, c'est notre travail. Nous allons continuer à travailler dans ce sens et vraiment nous remercions l'ensemble des populations pour ce soutien.